Une femme contracte une MST et finit à l'hôpital après que son infidélité avec son patron est révélée. Il était à peine 8h45, mais ce lundi s'annonçait déjà comme le pire que j'ai jamais vécu. J'avais embrassé ma femme, Marissa, pour lui dire au revoir plus tôt ce matin-là. Elle est ma partenaire depuis 15 ans et une agente immobilière incroyablement brillante, à en juger par son impressionnante pile de commissions et de primes. Passe une bonne journée, lança-t-elle avec cette voix d'agent immobilier trop parfaite qu'elle savait que je ne supportais pas. Son sourire en coin suggérait qu'elle cachait un secret, ce qui ne faisait qu'ajouter à mon irritation. En route pour le bureau, je ne pouvais m'empêcher de penser à la montagne de rapports que je devais rendre avant la fin du mois. Je suis arrivé à mon heure habituelle, 7h45, j'ai posé ma mallette et je me suis dirigé vers les toilettes pour hommes avant ma pause café. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Alors que j'étais au bureau, j'ai été soudainement submergé par une douleur aiguë en bas du ventre, ce qui m'a arraché un cri sonore. Mon patron, Alan Randall, est rapidement venu m'aider, exprimant une profonde inquiétude. J'ai décrit la sensation de brûlure et nous avons tous deux remarqué l'écoulement verdâtre alarmant. Alan m'a immédiatement conseillé de consulter un médecin et m'a rassuré de ne pas m'inquiéter pour les rapports en attente, promettant de s'en occuper et me suggérant de prendre le temps nécessaire. Reconnaissant, je l'ai remercié pour sa compréhension et son soutien, appréciant son approche compatissante dans un moment aussi pénible. Je me suis aspergé le visage d'eau, j'ai attrapé ma mallette et je suis sorti. J'ai dit à la réceptionniste que je ne reviendrai pas avant au moins un jour, peut-être plus. Normalement, j'aurais consulté mon médecin traitant, mais son cabinet était à l'autre bout de la ville et je doutais de pouvoir obtenir un rendez-vous aujourd'hui. J'ai donc opté pour le centre de soins d'urgence à quelques rues de mon bureau. Une fois sur place, ils ont rapidement prélevé quelques échantillons et m'ont dirigé vers la salle d'attente. J'ai eu l'impression d'attendre des heures, mais seulement 30 minutes s'étaient écoulées avant qu'une infirmière n'appelle sèchement Greg Watson. Elle m'a fait signe de m'approcher avec un regard qui me faisait me sentir moins qu'humain. Curieux de son comportement, je l'ai suivi jusqu'à la salle d'examen. « Asseyez-vous, monsieur Watson », ordonna-t-elle froidement. Je me suis assis et je l'ai regardé prendre mes constantes, tension artérielle, température, etc., sans beaucoup de conversation. Après avoir noté les détails, elle a mentionné « Le docteur va vous voir sous peu » et a quitté la pièce. Peu de temps après, on a frappé à la porte et un homme plus âgé en blouse blanche est entré, un dossier à la main. « Monsieur Watson, je suis le docteur Smith », se présenta-t-il en s'asseyant. Il ouvrit le dossier et ne mâcha pas ses mots. « Vos analyses montrent que vous avez la gonorrhée. » « La gonorrhée ?» répétai-je, stupéfait. « Oui, c'est une maladie sexuellement transmissible, » dit le docteur Smith, me lançant un regard qui suggérait que j'aurais dû le savoir. « Je vais vous prescrire un antibiotique et vous devrez éviter toute activité sexuelle pendant au moins 7 jours après la fin de votre traitement. Si vous avez encore des symptômes, consultez votre médecin traitant. » La nouvelle m'a frappé comme un camion, mais la manière directe du docteur Smith m'a aidé à surmonter le choc. J'ai hoché la tête, assimilant les étapes à suivre. Il a commencé par dire que d'autres tests étaient en cours et que cela pourrait prendre quelques semaines ou plus pour obtenir les résultats. Il m'a ensuite demandé une liste des personnes avec qui j'avais récemment été en contact. Je n'ai été intime qu'avec une seule personne dans toute ma vie, lui ai-je dit. Ma femme. Il m'a jeté un regard triste pendant un instant avant de consulter mon dossier. Si je l'ai attrapée d'elle, n'aurait-elle pas de symptômes, ai-je demandé. Pas nécessairement, monsieur Watson, répondit-il. Elle pourrait les confondre avec une infection urinaire ou vaginale. Il est important qu'elle se fasse examiner bientôt. Attendre pourrait entraîner de graves complications. Excusez-moi, monsieur Watson, dit-il en me tendant des médicaments et en me faisant signer quelques formulaires. Prenez soin de vous, monsieur Watson, et assurez-vous de faire un suivi avec votre médecin, conseilla-t-il en partant. Ressentant un mélange d'émotions, j'ai terminé et je me suis dirigé vers ma voiture. J'ai appelé mon patron pour le mettre au courant. « Je suis désolé d'entendre ça, Greg. » dit Alan. « Ne t'inquiète pas, ta vie privée est ma priorité. Prends un congé et reviens quand tu seras prêt. Je me suis occupé de tes rapports, alors concentre-toi sur ta guérison. » Merci, ai-je répondu en terminant l'appel. Ensuite, je devais parler à mes parents, à qui je n'avais jamais rien caché. J'ai composé leur numéro et mon père a répondu. « Salut fiston, tu es au travail ?» demanda-t-il. « Non papa, j'ai un problème de santé et je dois vous parler »,
à toi et à maman, dis-je. Bien sûr, répondit-il. Les enfants vont bien. Ils vont bien, l'assurai-je, mais je préférerais ne pas en discuter au téléphone. Viens alors, on prendra un café et on en parlera, suggéra-t-il. Nous avons raccroché et j'ai rangé mon téléphone, prêt à affronter la prochaine conversation. Je devrais vous en dire un peu plus sur mon histoire. Ma sœur Denise et moi avons été élevés dans une famille très religieuse et aimante. Notre enfance a été remplie de rire et d'amour, et bien que nos parents s'aimaient beaucoup, ils étaient aussi assez stricts. L'une des règles clés de notre maison était, pas de relations sexuelles avant le mariage. À cause de cette éducation, je n'ai pas eu de relations sexuelles avant d'épouser Marissa. Pendant que nous sortions ensemble, je lui ai dit que je voulais attendre le mariage. Elle a répondu avec un grand sourire et un baiser profond, en disant « C'est si mignon. Je te promets de te faire vibrer le soir de notre mariage. » Et elle l'a certainement fait. C'était une expérience incroyable, et elle a été patiente et aimante en me montrant comment faire l'amour d'une manière qui lui plaisait. Finalement, j'ai commencé à vraiment apprécier notre intimité, et il semblait qu'elle aussi. Marissa avait été avec d'autres hommes avant moi, mais cela ne me dérangeait pas tant qu'elle était engagée dans notre relation. Peu de temps après notre mariage, elle a pris un emploi dans une agence immobilière très active tout en préparant sa licence. Notre première fille, Lisa, est née environ un an après notre mariage, suivie de Ginger un an plus tard. Marissa a décidé de se faire ligaturer les trompes après l'accouchement difficile de Ginger, estimant que 2 enfants suffisaient. Bien que j'ai espéré un fils, je n'aurais pas pu être plus heureux avec mes filles. Elles sont rapidement devenues la lumière de ma vie, me transformant en un père dévoué. Quand Marissa est retournée au travail après son congé de maternité, je me suis souvent retrouvé à jouer le rôle de « Monsieur Maman », surtout quand elle travaillait tard ou avait de la paperasse à rattraper. À mesure que les filles grandissaient, je les emmenais à leurs diverses activités, Lisa à ses cours de musique et Ginger à ses sports, surtout lorsque le travail de Marissa l'éloignait le soir. Avec le temps, cependant, Marissa a commencé à s'absenter encore plus fréquemment, assistant à des séminaires et des retraites d'entreprise, parfois pendant les week-ends ou pendant une semaine entière. Elle s'assurait toujours de nous appeler tous les soirs, mais la distance croissante était difficile. En plus de tout, elle a développé une personnalité faussement enjouée et irritante qui me tapait sur les nerfs. Je lui en ai parlé plus d'une fois, mais elle semblait y tenir. Son attitude envers le travail avait également changé, et j'ai commencé à me demander si elle n'y passait pas trop de temps. Même nos filles ont commencé à remarquer les changements chez leur mère. Malgré ces problèmes, l'idée qu'elle puisse être infidèle ne m'a jamais traversé l'esprit. Elle connaissait ma position ferme sur l'infidélité. Un jour, je suis arrivé chez mes parents et je me suis garé dans l'allée. Mon père m'a accueilli à la porte avec une étreinte chaleureuse et une tape sur l'épaule. « On vient de finir le café, entre, on va en refaire et on va parler », m'a-t-il invité. Je suis entré dans la salle à manger et j'ai serré ma mère dans mes bras avant que nous nous asseyions à table. Elle nous a servi du café, et j'ai ajouté de la crème et du sirop de noix de pécan au mien. Papa a fait de même, et nous avons chacun pris une gorgée. Et si on commençait par une prière, suggéra papa. Bien sûr, ai-je accepté. C'était leur façon de faire, d'abord la prière, puis la conversation. Après quelques minutes de prière, nous sommes passés aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui ne va pas, fiston, demanda papa. Je sors juste du centre de soins d'urgence. J'ai la gonorrhée, dis-je. Oh mon Dieu, répondit papa calmement, toujours maître de lui tant qu'il entendait la vérité. Est-ce que tu as été voir ailleurs, demanda-t-il après une pause. Non, papa, jamais, l'assurai-je. Marissa est la seule femme avec qui j'ai jamais été. Il hocha la tête. Je te crois, fiston. J'avais juste besoin de t'entendre le dire. Qu'est-ce que tu comptes faire, intervint maman. Je ne vois pas d'autre option que de divorcer, ai-je admis. Ça va être dur pour les filles. Elles sont assez grandes pour comprendre, ai-je ajouté. Je ne peux pas simplement ignorer ça, même si elle promet que ça ne se reproduira plus. Je ne peux pas lui faire confiance. Sais-tu depuis combien de temps ça dure, demanda papa. Je viens de le découvrir ce matin, ai-je répondu. L'adultère est un motif clair de divorce, dit papa en se levant pour aller à son bureau. Maman avait l'air navrée. Je suis tellement désolé que cela t'arrive, Greg, dit-elle. J'ai toujours pensé que Marissa était une femme merveilleuse. Moi aussi, maman.
Il semble qu'elle nous ait tous trompés. Papa revint avec son Rolodex, le feuilletant jusqu'à ce qu'il trouve une carte particulière. La voilà, dit-il. Tu connais Gina Hawkins, l'avocate en droit de la famille de notre église, ai-je demandé. Oui, c'est elle. Laisse-moi l'appeler, dit-il. Ce n'était pas surprenant qu'il ait sa carte. En tant que diacre, papa gardait à portée de main les contacts de la congrégation. Il composa le numéro et parla à la secrétaire de Gina avant de la voir en ligne. Gina? Salut, c'est Dan Watson. Oui, de l'église. Écoute, je t'appelle parce que mon fils aurait vraiment besoin de ton aide rapidement. Il fait face à une situation difficile et je pense que tu pourrais l'aider. Oh vraiment? Cet après-midi à 12h30? C'est parfait. Je m'assurerai qu'il y soit. Merci beaucoup, Gina. Je te revaudrai ça. Prends soin de toi et fais un gros câlin à ton petit de notre part. D'accord, au revoir. Après avoir raccroché, papa se tourna vers moi. C'était Gina. Elle peut te voir aujourd'hui à 12h30 grâce à une annulation. Assure-toi d'apporter tes documents financiers et tes déclarations de revenus des 2 dernières années, m'informa-t-il. D'accord, dis-je, réalisant que je devais préparer mes documents. Je suppose que je ferais mieux de rentrer et de faire mes valises. Ça me semble être un bon plan, répondit papa. Et tu sais que tu dois parler à Marissa de la MST. Elle doit aussi se faire tester pour éviter toute propagation. Peut-être que les filles devraient rester avec nous un petit moment, suggéra maman. Les choses pourraient devenir tendues à la maison avec tout ce qui se passe. Tu as raison, acquiesça papa. Fais-les rester quelques jours jusqu'à ce que les choses se calment. Écoute, fiston, pourquoi ne pas amener les filles après l'école? On s'occupera de les emmener à l'école à l'heure. Je le ferai. Merci, papa, dis-je. Nous avons discuté un peu plus avant que je me lève pour partir. Papa m'a serré dans ses bras à la porte. Ça va s'arranger, fiston, me rassura-t-il. Ne fais rien d'irréfléchi. Je sais que tu es blessé et que tu pourrais vouloir te venger de Marissa, mais souviens-toi de Romains 12h19, à moi la vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Ne me force pas à te faire sortir de prison. Pense à tes filles. J'ai souri. Pas de problème, papa. J'ai compris. Je suis remonté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Papa avait raison sur une chose, je voulais me venger de Marissa et de quiconque était impliqué. Après plus de 15 ans à l'aimer exclusivement, cela ressemblait à la trahison ultime. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à fouiller dans mes dossiers pour trouver mes anciennes déclarations de revenus. Je devais aussi trouver celle de Marissa, car il y a environ 8 ans, elle avait suggéré que nous fassions des déclarations séparées pour économiser de l'argent. À l'époque, cela avait du sens, mais quand j'ai regardé ses formulaires d'impôt, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle elle voulait que nous fassions des déclarations séparées. Marissa avait gagné beaucoup plus en primes et commissions que je ne l'avais réalisé. En voyant combien elle avait versé sur notre compte joint, je me suis demandé où tout son argent supplémentaire était passé. Ma recherche m'a mené à un dossier rempli de relevés bancaires d'une banque que je ne reconnaissais pas. Le dernier relevé montrait qu'elle avait économisé près d'1 million de dollars au cours des 8 dernières années. Quel était son plan? Me suis-je demandé. Était-ce une sorte de plan pour quand les enfants iraient à l'université? J'ai rassemblé les relevés et ses formulaires d'impôt, je les ai mis dans mon dossier et je suis allé à ma voiture. Juste au moment où j'allais partir, mon téléphone a sonné avec un texto de Marissa. Elle disait qu'elle serait en retard à cause d'une visite et de ne pas attendre pour le dîner. Ouais, bien sûr, me suis-je dit. J'ai répondu, pas de problème, à tout à l'heure à la maison. En envoyant le message, je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle avait remarqué que je n'avais pas dit « je t'aime », comme d'habitude. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau de Gina Hawkins, j'ai garé la voiture et je me suis dirigé vers son bureau. En entrant, j'ai été accueilli par une jolie réceptionniste blonde. Je suis ici pour voir Gina Hawkins, lui ai-je dit. J'ai un rendez-vous à 12h30. Après une vérification rapide sur son ordinateur, elle a souri et m'a conduit au bureau de Gina. Gina se leva pour me saluer, me serrant chaleureusement la main. C'est bon de te voir, Greg, dit-elle en souriant. Voudrais-tu un café? Ce serait super, merci, ai-je répondu. Gina se tourna vers la réceptionniste. Pourriez-vous nous apporter 2 tasses de café,
s'il vous plaît? Et peut-être du beurre et des noix. Bien sûr, répondit la réceptionniste avant de quitter la pièce. Elle revint peu de temps après avec 2 tasses et quelques portions de beurre. Gina m'a fait signe de m'asseoir, et j'ai pris place en face d'elle. J'ai été surprise de recevoir un appel de ton père ce matin, commença Gina. Donc, tu fais face à un problème qui nécessite une attention juridique. Ouais, il semble que Marissa ait été infidèle, dis-je. Je suis désolé d'entendre ça, répondit Gina, son expression pleine de sympathie. J'ai toujours pensé que vous deux étiez solides. Moi aussi, mais je suppose que je me suis trompé, dis-je. Pouvez-vous me parler de mes options? J'ai expliqué la situation, y compris ma visite à la clinique et la découverte des relevés bancaires plus tôt dans la journée. Gina hocha la tête pensivement. Je comprends à quel point cela doit être difficile, dit-elle. Laissez-moi vous expliquer un peu comment fonctionne le divorce ici. Il ne s'agit pas nécessairement de justice, cela se résume souvent à des questions financières. Dans cet État, nous avons des lois sur le divorce sans faute, mais vous pouvez toujours déposer une demande pour adultère si vous avez des preuves solides. Et la MST qu'elle m'a transmise, ai-je demandé. Gina hocha la tête. C'est un argument de poids, reconnut elle, mais son avocat pourrait prétendre que vous l'avez attrapé de quelqu'un d'autre. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous devons convaincre un juge. Concernant l'argent qu'elle a mis de côté, elle pourrait soutenir que c'était une surprise pour la retraite. Vous ne croyez pas vraiment à ça, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Non, cela ressemble plus à une stratégie de sortie, répondit Gina. Elle attend probablement le bon moment, peut-être après que vos filles aient terminé leurs études, pour partir sans complications. Prouver cela au tribunal, cependant, sera difficile. Donc, je n'ai aucune chance, insistai-je. Pas nécessairement, me rassura Gina. Je peux engager un détective privé pour enquêter. C'est cher, mais cela pourrait fournir les preuves solides dont nous avons besoin au tribunal. Voulez-vous procéder ainsi? Oui, allons-y, ai-je décidé. Parfait, répondit Gina. J'aurai besoin de tous les détails que vous pouvez fournir, la marque et le modèle de sa voiture, le numéro de plaque d'immatriculation, les endroits qu'elle fréquente. J'ai sorti mon téléphone. En fait, j'ai installé une application de suivi téléphonique quand elle a perdu son téléphone il y a quelques mois. Oh, laissez-moi vérifier si elle est toujours active. J'ai ouvert l'application et j'ai localisé son téléphone dans une maison du côté nord de la ville. J'ai montré l'adresse à Gina. Parfait, dit-elle en la notant. Je vais contacter mon enquêteur tout de suite. Elle a passé l'appel, donnant à l'enquêteur tous les détails que nous avions. Après avoir raccroché, elle m'a regardé avec une expression déterminée. Nous allons gérer cela aussi discrètement que possible, m'assura-t-elle. D'accord, tout est en place. S'il se passe quelque chose, nous le saurons bientôt. Maintenant, concentrons-nous sur votre situation. Vous avez 2 filles adolescentes, Lisa et Ginger, âgées de 14 et 13 ans, c'est bien ça, demanda Gina. Oui, c'est exact. Elles ne sont pas encore assez âgées pour choisir avec quels parents elles veulent vivre, mais ça approche. Je veux demander la garde exclusive, ai-je confirmé. Compris, hocha la tête Gina. Vous devez savoir que les tribunaux favorisent généralement la mère pour la garde principale. Cependant, nous pouvons certainement plaider votre cas, surtout compte tenu des circonstances. Qui a été le principal gardien? Marissa sort souvent le soir, donc c'est moi qui ai été à la maison, expliquai-je. Compris. Et juste pour clarifier, êtes-vous certain que les filles sont biologiquement les vôtres, s'enquit-elle prudemment. Je le crois, oui. À ce stade, est-ce que ça a de l'importance? Mon nom est sur leurs actes de naissance et je les ai élevées depuis qu'elles sont bébés, ai-je répondu, un peu sur la défensive. Je comprends, me rassura Gina, mais il pourrait être bon de le savoir avec certitude. Je peux vous orienter vers un laboratoire pour un test de paternité si vous le souhaitez. D'accord, je vais y réfléchir, dis-je. Et la situation de la maison? Nous n'avons pas d'hypothèque. La maison appartenait à mes grands-parents et elle est maintenant dans une fiducie familiale au nom de mes parents. Ils nous laissent y vivre, expliquai-je. Bien, cela simplifie un peu les choses. Pas de problème d'hypothèque à gérer, nota TL. Il y aura toujours des biens personnels et éventuellement d'autres actifs à considérer pour le partage. Je vais préparer une liste de ce que vous devez régler.
Y a-t-il autre chose que je dois faire pour l'instant, ai-je demandé. Pas pour le moment, répondit-elle. Je vais commencer à rédiger les documents, mais attendons de voir ce que le détective privé trouve avant d'aller trop loin. Cependant, remplissez la liste de contrôles que je vais vous donner. Pensez-vous que je devrais la confronter personnellement à ce sujet, me suis-je demandé à voix haute. Il serait sage de l'informer au moins qu'elle doit se faire tester pour les MST afin d'éviter toute propagation. C'est important pour vous deux, conseilla Gina. C'est logique, ai-je convenu. Après avoir finalisé la paperasse, Gina m'a remis une liste de contrôles et une carte avec les coordonnées du laboratoire. Autre chose que je devrais savoir, ai-je demandé. C'est tout pour l'instant, répondit-elle. Occupez-vous de ces tâches. Nous vous informerons si nous recevons des nouvelles de l'enquêteur. Pour toute question sur les frais, veuillez vous adresser à ma secrétaire. Et Greg. Oui, ai-je répondu. Ne faites rien d'irréfléchi. Nous allons traverser cela ensemble. Ce ne sera pas facile, mais les choses s'amélioreront. Je comprends, dis-je, appréciant son soutien. Merci pour tout. De rien, répondit-elle. Nous resterons en contact. Sur ce, j'ai quitté son bureau, j'ai fait un chèque pour ses services et je me suis rendu au laboratoire. Après avoir récupéré le kit de test, je me suis arrêté à la banque pour vérifier certains des détails que Gina avait mentionnés. Puis je suis rentré chez moi. Cela aurait pu être le moment pour certains de noyer leur chagrin dans l'alcool, en réfléchissant à la misère de leur situation, mais ce n'est pas mon genre. Je n'ai jamais été un buveur, une autre de ces règles avec lesquelles j'ai grandi. Mes parents ne buvaient pas, et moi non plus. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine. Juste au moment où le café était prêt, mes deux filles ont fait irruption. Elles rentraient habituellement vers cette heure-là, en bus. Normalement, elles ne me verraient que plus tard, mais aujourd'hui était différent. « Papa, tu es à la maison », me salua Lisa avec surprise. « Tu vas bien ?»« Oui, papa, pourquoi es-tu à la maison si tôt ?» intervint Ginger. La journée a été assez mouvementée, expliquai-je. Écoutez, pourriez-vous toutes les deux faire quelques affaires pour quelques jours? Vous allez rester chez vos grands-parents pendant un certain temps. Pourquoi, papa? La voix de Ginger était empreinte d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec maman? Vous vous êtes disputés? Eh bien, oui, il y a un problème, mais votre mère et moi ne nous sommes pas disputés. Ça pourrait arriver plus tard, dis-je, en essayant de garder la conversation aussi légère que possible. Tu l'as surprise en train de te tromper, n'est-ce pas? La question de Lisa m'a pris au dépourvu. J'étais stupéfait. Qu'est-ce qui te fait penser ça, ai-je demandé. Elle baissa légèrement les yeux, embarrassée. Je l'ai entendue au téléphone plusieurs fois, avoua-t-elle. Elle utilisait cette fausse voix qu'elle prend, tu sais, celle qui t'énerve. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. C'était quelque chose comme j'ai hâte de te revoir, mon amour, puis elle a gloussé, pas comme d'habitude. Ça avait l'air très personnel. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt. Je sais que tu n'aimes pas les commérages, ajouta-t-elle. Ce n'est rien, l'assurai-je en la serrant dans mes bras. Lisa ajouta alors, elle agit vraiment bizarrement ces derniers temps. C'est comme si elle ne voulait plus vraiment nous parler. Tu ressens ça aussi, Ginger, ai-je demandé en me tournant vers ma fille cadette. Elle hocha la tête. Ouais, comme si elle ne voulait pas qu'on la dérange. Je leur ai donné à toutes les deux un câlin rassurant. Vous pouvez me déranger n'importe quand, ai-je souri. Mais pour l'instant, je dois vous faire un prélèvement buccal pour un test. Un prélèvement buccal, s'enquit Ginger en regardant le kit de test. Oui, ai-je confirmé. Mon avocate pense que nous devrions faire un test ADN. Tu ne penses pas que nous sommes vraiment tes enfants, demanda Lisa avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je sais que vous êtes mes enfants, les rassurai-je, mais nous devons tout confirmer légalement. Donc, vous allez divorcer, demanda Lisa directement. On dirait bien, ai-je reconnu. N'y a-t-il aucun moyen que tu lui pardonnes, se demanda doucement Ginger. Je ne pense pas, ai-je répondu. Elle a commis une erreur assez grave. J'ai dû voir un médecin à ce sujet ce matin. Lisa eut un hoquet, laissant presque échapper un juron. Désolé, marmonna-t-elle. Ce n'est rien,
l'assurai-je avec un faible sourire. J'ai eu envie de jurer aujourd'hui aussi. Maintenant, faisons ces prélèvements. J'ai doucement frotté l'intérieur de la joue de Lisa, puis j'ai fait de même pour Ginger. Une fois leurs échantillons sécurisés dans le kit, j'ai prélevé un échantillon de ma propre joue et je l'ai placé dans une fiole séparée. D'accord, vous deux, montez faire vos valises pour quelques nuits. Nous devons être prêts à partir dans 15 minutes. Et n'oubliez pas vos devoirs, ai-je ordonné. Pendant que les filles allaient dans leur chambre pour rassembler leurs affaires, j'ai organisé le kit de test ADN. Mon plan était de déposer les enfants chez leurs grands-parents, puis d'apporter le kit au laboratoire. Alors que nous roulions, Lisa a demandé, « Papa, si vous divorcez, est-ce que je peux rester avec toi ?» « Oui, moi aussi, » intervint Ginger. « Je l'espère, les filles, ai-je répondu. Je vais demander la garde, mais vous devez comprendre que les tribunaux favorisent souvent la mère. Je ne veux pas rester avec elle, avoua Lisa. En ce moment, je la déteste pour ce qu'elle nous a fait. J'ai pensé à l'encourager à ne pas détester sa mère, mais je me suis retenu. Elle exprimait des sentiments qui ne m'étaient que trop familiers. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie, l'assurai-je. Rappelez-vous simplement que quoi qu'il arrive, je vous aime immensément toutes les deux et je serai toujours là pour vous. Je t'aime aussi, papa, dit Lisa, des larmes coulant sur ses joues. Ces larmes ont renforcé ma détermination, alimentée par ma colère envers Marissa. Dans ma tête, j'ai juré de me venger. À moi la vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête, calmant mes pensées vengeresses. Nous sommes arrivés chez mes parents et nous nous sommes garés dans l'allée. J'ai serré et embrassé les deux filles, leur promettant de les appeler plus tard. Nous avons été accueillis sur le porche par mon père, qui a serré les filles dans ses bras pendant qu'elles rentraient leur sac. Maman est sortie pour nous saluer aussi. Je ferais mieux d'aller au laboratoire avant qu'il ne soit trop tard, dis-je après quelques instants. Tu vas bien, demanda mon père, l'inquiétude évidente dans sa voix. Aussi bien que possible dans les circonstances, ai-je répondu. Nous prierons pour toi, dit-il. Appelle-nous et dis-nous comment ça se passe avec Marissa, ajouta-t-il. Je le ferai, mais je ne sais pas quand ce sera, ai-je répondu. Ce n'est pas grave, fiston, me rassura maman. Tu peux appeler n'importe quand. Merci, dis-je en la serrant dans mes bras. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Je suis parti, ressentant un mélange de soutien de ma famille et le lourd fardeau des mesures que je devais prendre. Je suis remonté dans ma voiture et je me suis dirigé vers le laboratoire, arrivant environ 30 minutes avant la fermeture. J'ai remis le kit de test ADN à la réceptionniste. Quand puis-je espérer avoir les résultats, me suis-je enquis. Nous devrions les avoir d'ici la fin de la semaine, répondit-elle avec un sourire rassurant. Super, merci, dis-je et je suis parti pour la maison. En chemin, j'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un qui pourrait éclairer davantage le comportement de Marissa. J'ai décidé d'appeler sa sœur, Loretta. J'ai connecté mon oreillette Bluetooth et j'ai composé son numéro. Elle a décroché après la deuxième sonnerie. Salut Greg, comment va mon beau-frère préféré, salua joyeusement Loretta. J'ai connu des jours meilleurs, ai-je répondu. Tu as une minute pour parler? Bien sûr, répondit-elle. Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé à Marissa récemment? Pas depuis la réunion de famille le mois dernier chez vous, dit-elle. En fait, les choses ne vont pas très bien. J'ai brièvement expliqué la situation, en gardant les détails succincts mais clairs. Oh mon Dieu, halta Loretta après que j'ai terminé. Greg, je déteste dire ça, mais on dirait qu'elle est retombée dans ses vieux travers. Ces vieux travers, ai-je répété, perplexe. Loretta hésita avant de continuer. Marissa était assez sauvage dans sa jeunesse. Elle enchaînait les relations, presque aussi vite que de changer de vêtements. Elle n'était fidèle à aucun de ceux avec qui elle sortait au lycée et à l'université. Je pensais qu'elle avait changé après t'avoir rencontré. Elle m'a même dit qu'elle avait trouvé son âme sœur et qu'elle en avait fini avec ses anciennes habitudes. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'en parler avant. J'apprécie, mais j'aurais aimé le savoir, ai-je admis. Je suis désolé, Greg. J'aurais dû te le dire, dit-elle. Ce n'est rien, Loretta. Ce n'est pas ta faute, l'assurai-je, en essayant de maîtriser mes émotions. Écoute, je comprends que tu prévois de la faire déménager.
J'appelle pour savoir si elle pourrait éventuellement rester avec toi pendant un certain temps, dis-je, en allant droit au but. En fait, oui, ajoutai-je, si ça ne te dérange pas. J'ai entendu Loretta soupirer à l'autre bout du fil. Elle pourrait rester ici un petit moment jusqu'à ce qu'elle se reprenne en main, dit-elle. Franck ne sera pas ravi, cependant. Je ne veux pas vous causer de problème, ai-je répondu, inquiet. Ce n'est rien, il s'en remettra, tant que ce n'est pas pour trop longtemps, me rassura-t-elle. Merci, j'apprécie. Je ne sais pas quand elle rentrera ce soir, mais je t'appellerai quand elle sera en route pour chez toi, dis-je. Merci, répondit Loretta. Comment les filles ont-elles géré tout ça? Elles sont bouleversées, mais elles le gèrent mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je répondu. Tu as élevé des jeunes femmes fortes, Greg. Reste fort pour elles, m'encouragea-t-elle. J'essaie, dis-je. Je dois y aller, préparer le dîner maintenant. On se parle plus tard, d'accord? Je le ferai, ai-je promis, puis nous avons mis fin à l'appel. De retour à la maison, j'ai réchauffé des restes de pain de viande pour le dîner. Juste au moment où je finissais de manger, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Gina, mon avocate. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était un peu plus de 18h30. Salut, l'ai-je salué. Tu travailles tard ce soir? Pour toi, oui, répondit Gina. J'ai reçu des conclusions préliminaires du détective privé. Il semble que Marissa ait été très active. Elle a rencontré 3 hommes depuis cet après-midi. J'étais stupéfait. 3 hommes en une journée? Comment trouve-t-elle le temps? Oui, confirma Gina. Je t'envoie les détails maintenant, photos, vidéos et un résumé du rapport. Je te déconseille de regarder la vidéo, mais tu devrais absolument écouter les dernières minutes de l'audio. C'est assez révélateur. Donc, tu penses avoir assez d'éléments pour procéder au divorce? Absolument, ai-je affirmé. Bien. Écoute cet audio, puis appelle-moi, m'a-t-elle demandé. Je le ferai. Merci, Gina, dis-je en raccrochant, ressentant un mélange de colère et de soulagement d'avancer enfin. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai accédé à mes emails. J'ai trouvé la vidéo que Gina avait mentionnée et j'ai avancé rapidement jusqu'à la partie qu'elle avait soulignée. Bien que je n'ai aucun intérêt à regarder Marissa dans une situation aussi compromettante, j'étais obligé de comprendre le contexte de leur conversation. Je vois que tu es marié, remarqua l'homme en notant ses alliances. Pour le moment, répondit nonchalamment Marissa. J'ai remarqué que tu es marié aussi, observa-t-elle en jetant un coup d'œil à sa bague. Oui, ma femme et moi avons une relation libre, expliqua-t-il. Et toi? Ce n'est pas libre dans ce sens, mais je prends mes libertés comme elles viennent, déclara-t-elle. Donc ton mari ne sait pas, sonda-t-il. Non, il ne sait pas, avoua-t-elle. Il n'a aucune idée du genre de personne avec qui il est marié, pensai-je amèrement. Maintenant, je réalise la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'est pas bon avec toi à la maison, demanda l'homme, creusant plus profondément. Il a intérêt. C'est moi qui lui ai tout appris, se vanta-t-elle. Tu lui as tout appris? L'homme semblait surpris. Il était inexpérimenté quand vous vous êtes mariés? Crois-le ou non, c'était un puceau de 23 ans, divulgua-t-elle. Il est assez religieux, ne fume pas, ne boit pas et ne jure même pas. Il piquerait probablement une crise si je jurais devant lui. Il ne savait même pas comment faire l'amour avant notre mariage. Merde, réagit l'homme. On dirait que tu le prends pour un loser. Alors pourquoi rester avec lui? Il y a de l'amour, d'une certaine manière, je suppose. C'est un bon père, il s'occupe bien de nos filles et ne se plaint pas quand je rentre tard. Mais au-delà de ça, il est ennuyeux, admit-elle. Les filles sont-elles seulement les siennes, demanda-t-il curieusement. Elle haussa les épaules nonchalamment. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être. Ça ne m'importe pas beaucoup. Il croit qu'elles sont les siennes et c'est ce qui compte, affirma-t-elle. Depuis combien de temps tu t'amuses, sans qu'il? Ça ne me dérange pas de le dire, répondit-elle avec désinvolture. Je me suis amusé tout au long de notre mariage et il est toujours aussi naïf. Il n'a aucune idée. Il n'a été avec personne d'autre, alors comment pourrait-il savoir la différence? C'est ça, demanda-t-il. C'est ça, confirma-t-elle.
Entendre sa façon désinvolte de parler de notre vie et de notre famille m'a dévasté. La profondeur de sa tromperie était bien pire que ce que j'avais imaginé. À ce moment-là, j'ai dû me retenir de vomir. Ça me rendait malade de penser qu'elle m'avait traité comme ça pendant tout notre mariage. Tu prévois de rester avec lui? Oui, pour l'instant. Au moins jusqu'à ce que les filles finissent le lycée et aillent à l'université. Dit-elle. C'est dans environ 4 ou 5 ans. J'aurai tout préparé pour partir d'ici là. Pourquoi attendre? Parce que généralement, les tribunaux donnent la garde à la mère, et la dernière chose que je veux, c'est de me retrouver avec 2 adolescentes sur les bras, dit-elle. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Je veux faire la fête, peut-être traîner avec plusieurs personnes à la fois, peut-être partir en croisière ou prendre ma retraite au Costa Rica ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, dit-elle. Oh, j'ai quelques gars. Peux-tu t'éclipser pour le week-end, demanda-t-il. Bien sûr, dit-elle. Je peux dire à Greg que j'ai un séminaire obligatoire le week-end ou quelque chose comme ça. Il croira tout ce que je dis. Dis-moi quand tu peux partir et on s'arrangera. Tu as mon numéro. Je le ferai, dit-elle en souriant. Il vérifia sa montre. Il se fait tard et je dois y aller. J'ai hâte de te revoir, chérie. Moi aussi, je suis excitée. Dit-elle. Il est parti et Marissa s'est assise sur le lit avec un grand sourire. Oh Greg, dit-elle à la pièce vide, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Après avoir regardé la vidéo, je suis resté assis là, abasourdi, essuyant mes larmes. La profondeur de la trahison de Marissa m'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu. Avec un lourd soupir, j'ai composé le numéro de Gina. Je viens de finir de regarder la vidéo, lui ai-je dit. Tu avais raison, c'était instructif. La réponse de Gina fut prompte. Quel est ton prochain coup? Tout réduire en cendres, ai-je répondu, ma voix ferme. Considère que c'est fait, affirma-t-elle. Et les hommes avec qui elle était? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à leur sujet, m'enquis-je, bien qu'une partie de moi redoute la réponse. Malheureusement non, expliqua Gina. Les poursuites pour aliénation d'affection ne sont plus reconnues dans cet état. Je fis une pause, un rire amer m'échappant. Ne t'inquiète pas, leurs propres circonstances les rattraperont bientôt. Faisant écho aux paroles de mon père plus tôt, je murmurai, la vengeance m'appartient, c'est moi qui paierai de retour. Gina gloussa doucement. Bon, je dois y aller, dit-elle. Je vais commencer à préparer les papiers du divorce et à tout mettre en ordre. Si Marissa prévoit de s'enfuir, nous nous assurons que ce ne soit pas selon ses conditions. Merci, Gina. Je te dois vraiment une fière chandelle pour ça, dis-je avec reconnaissance. Prends juste bien soin de tes filles, conseilla-t-elle. Notre conversation terminée, je me suis adossé au canapé, les larmes coulant sur mes joues. 15 ans de ma vie donnée à quelqu'un qui avait si peu de considération pour notre famille. La douleur était presque insupportable. Quelques minutes après avoir raccroché avec Gina, mon téléphone a vibré. C'était Marissa qui appelait. Salut, ai-je répondu. Salut Greg, répondit-elle. Ça va? La journée a été difficile, ai-je admis. Et toi? Je finis juste au travail. Je pense que j'ai conclu une autre vente, dit-elle d'un ton optimiste. C'est bien, ai-je répondu, en gardant mon ton neutre. Je serai bientôt à la maison, donc je te verrai dans une demi-heure environ, d'accord? Bien sûr, ai-je convenu. D'accord, à tout à l'heure alors. Je t'aime, dit-elle, sa voix prenant ce ton désagréablement insincère. Moi aussi, ai-je répondu et j'ai raccroché. Je me suis demandé brièvement si elle avait remarqué mon absence de « je t'aime » en retour, mais j'ai ensuite réalisé que cela n'avait plus d'importance pour moi, qu'elle l'ait fait ou non. J'ai rassemblé les preuves que j'avais imprimées plutôt aux 4 photos de Marissa avec d'autres hommes, toutes sur une seule feuille et je les ai placées dans un dossier. J'ai arrangé le dossier sur la table de la cuisine, là où je prévoyais de la confronter à son arrivée. Avec tout en place, je me suis préparé une tasse de café et je me suis assis pour attendre. Alors que l'horloge passait 1 heure, puis 2, Marissa n'était toujours pas rentrée. L'inquiétude se mêlait à la frustration. Je pensais qu'elle retardait peut-être délibérément son retour, mais à mesure que le temps passait sans nouvelles d'elle, l'inquiétude s'est installée. J'ai essayé d'appeler son portable, pour tomber sur sa messagerie vocale.
J'ai laissé un message et j'ai suivi avec un texto, mais il n'y a eu aucune réponse. 3 heures après notre appel et toujours aucun signe d'elle. J'ai commencé à craindre que quelque chose de plus grave ne soit arrivé, comme un accident. Presque 3h30 après que Marissa était censée être à la maison, mon téléphone fixe a sonné. Je me suis précipité pour répondre, espérant que c'était elle, mais ce n'était pas le cas. Greg Watson, ai-je répondu. Monsieur Watson, ici Angela Barnes de l'hôpital merci. Êtes-vous un parent de Marissa Watson? C'est ma femme, ai-je répondu, le cœur serré. Monsieur Watson, votre femme a eu un accident et a été amenée ici pour être soignée. Pouvez-vous venir dès que possible? Oui, bien sûr, dis-je anxieusement. Elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, monsieur, je ne peux fournir aucun détail, répondit Angela. Son médecin vous parlera à votre arrivée. Veuillez vous présenter à l'accueil et on vous dirigera. Merci, dis-je en essayant de garder mon sang-froid. Après avoir raccroché, j'ai glissé l'enveloppe avec les photos dans la poche de ma veste. J'ai envisagé d'appeler papa ou Loretta pour du soutien, mais j'ai décidé d'attendre d'en savoir plus. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital le cœur lourd, je me suis garé rapidement et je me suis précipité à l'intérieur. À l'accueil, je me suis présenté. Je suis Greg Watson, ici pour voir Marissa Watson, ai-je dit à la femme d'âge moyen derrière le comptoir. Elle a vérifié les informations de Marissa, puis a fait un signe de tête à un autre membre du personnel. Voudriez-vous s'il vous plaît emmener Monsieur Watson aux soins intensifs, ordonna-t-elle. La femme a contourné le bureau et m'a fait signe de la suivre. Nous avons marché en silence jusqu'aux soins intensifs, où un policier attendait. Monsieur Watson, demanda-t-il alors que nous approchions. C'est moi, ai-je confirmé. Je suis l'agent Simpson. J'ai répondu à l'accident de votre femme, expliqua-t-il. Elle traversait l'intersection de la 3e et de la rue Main quand un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a heurté sa voiture du côté conducteur. Mon cœur se serra à ces détails. Je suis vraiment désolé, ajouta-t-il d'un ton sincère. Ce n'est rien, ai-je réussi à dire, bien que rien ne semblât aller. Sa voiture a été remorquée à la casse, continua-t-il. Il n'en reste pas grand-chose. Il m'a tendu une carte de visite de la société de remorquage. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, agent, dis-je en acceptant la carte. Mon esprit était en ébullition, inquiet, alors que je me préparais à voir Marissa, incertain de ce qui m'attendait. Quand l'agent est parti, un homme en blouse blanche s'est approché de moi. Greg Watson, sans qu'il. Oui, ai-je répondu. Je suis le docteur Blake, le médecin qui supervise le traitement de votre femme. Pouvons-nous parler un instant? Bien sûr, ai-je répondu. Il m'a conduit dans une petite pièce, a fermé la porte et s'est assis en face de moi à une table ronde. Comment va ma femme, ai-je demandé immédiatement. Elle a de multiples fractures et plusieurs blessures internes. De plus, elle a subi un grave traumatisme crânien. Nous l'avons placée dans un coma artificiel pour faciliter sa guérison, expliqua-t-il. J'ai hoché la tête, me préparant à en entendre plus. A-t-il autre chose? Oui, il y a des nouvelles plus préoccupantes. Nos tests préliminaires suggèrent qu'elle pourrait être séropositive au VIH. Nous avons envoyé des échantillons pour des analyses de sang plus détaillées, mais cela prendra un certain temps pour confirmer, continua le docteur Blake. J'ai senti une vague de froid et de choc. J'ai découvert ce matin qu'elle a la gonorrhée, ai-je partagé, encore en train de digérer la nouvelle. Et recevez-vous un traitement pour cela, demanda-t-il. Oui, ai-je confirmé. C'est une bonne nouvelle. Cependant, je vous recommande de vous faire tester pour le VIH dès que possible. Si vous pouviez voir votre médecin traitant demain, ce serait le mieux. Il est important de connaître votre statut, conseilla-t-il. J'ai hoché la tête, absorbant ses recommandations. Combien de temps restera-t-elle dans le coma, ai-je demandé, ramenant le sujet à Marissa. Cela dépend de ses progrès, mais cela pourrait être de 10 jours à 2 semaines. Après cela, son séjour ici pourrait se prolonger en fonction de sa vitesse de récupération, expliqua-t-il. Puis-je la voir maintenant, ai-je demandé, impatient mais anxieux. Absolument, dit le docteur Blake en se levant. Elle a besoin de votre soutien maintenant plus que jamais. Il m'a conduit à la porte et a montré le couloir. Elle est dans la chambre 5, juste là.
Merci, docteur, dis-je en lui serrant la main avant de me diriger vers la chambre de Marissa, l'esprit embrouillé par tout ce que je venais d'apprendre. Je suis entré dans la chambre d'hôpital de Marissa et sa vue m'a frappé de plein fouet. Elle était enveloppée de bandages, avec une jambe dans un plâtre qui s'étendait jusqu'à sa hanche. Son visage était meurtri et enflé, des coupures suturées marquant sa peau. On aurait dit qu'elle avait à peine survécu à une bataille brutale. Silencieusement, j'ai dit une prière pour elle, puis j'ai enlevé mon alliance. J'ai sorti l'enveloppe contenant les photos, j'ai écrit son nom dessus et j'ai placé ma bague à l'intérieur avant de la sceller. Me tournant vers l'infirmière qui surveillait attentivement Marissa, j'ai tendu l'enveloppe. Pourriez-vous vous assurer qu'elle reçoive ça quand elle se réveillera, ai-je demandé. Bien sûr, répondit chaleureusement l'infirmière. Vous pouvez la placer sur ce plateau là-bas, suggéra-t-elle en montrant un plateau roulant à proximité. Merci, dis-je en posant l'enveloppe sur le plateau pour m'assurer que Marissa la verrait à son réveil. Je suis resté un instant, regardant Marissa. Malgré tout, ça me faisait mal de la voir dans un tel état. Remarquant qu'elle portait toujours ses alliances, je les ai doucement retirées et les ai mises dans ma poche. Au revoir, Marissa, ai-je murmuré. On se verra plus tard. Avec un signe de tête à l'infirmière qui m'offrit un sourire compatissant, j'ai quitté la chambre. En rentrant chez moi, j'ai appelé Loretta pour la mettre au courant de la situation. Elle a été abasourdie par la nouvelle, en particulier par les complications de santé de Marissa. Greg, tu sais que Frank ne sera pas à l'aise qu'elle reste ici si elle est séropositive, déclara Loretta, sa voix remplie d'inquiétude. Il s'inquiète pour les enfants, et je ne peux pas le contredire là-dessus. Ses parents avaient déménagé en Floride pour leur retraite, éliminant une autre option de soutien potentiel. Alors, il semble que je vais devoir lui trouver un appartement, ai-je conclu. Je pense que c'est sage, approuva Loretta. Je suis désolé, Greg, mais je dois donner la priorité à ma famille. Elle a fait ses choix. Je peux aider à déménager ses affaires, mais après ça, je dois prendre mes distances. Je comprends, l'assurai-je. Tu fais ce que tu as à faire. Il est tard et je dois dormir, mais s'il te plaît, tiens-moi au courant, dit-elle. Je le ferai, ai-je promis. Merci pour tout, Loretta. En raccrochant, j'ai senti le poids de la journée s'abattre sur moi alors que je rentrais en silence. Il était près de minuit quand je suis finalement arrivé à la maison, épuisé par les événements de la journée. Je me suis rapidement déshabillé et je me suis couché, m'endormant presque au moment où ma tête a touché l'oreiller. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sentant le poids de tout ce qui s'était passé. J'ai appelé le cabinet de mon médecin et j'ai été surpris de constater qu'il pouvait me trouver un rendez-vous plus tard dans la matinée. Après avoir obtenu mon rendez-vous, j'ai appelé mes parents pour les informer de la situation de Marissa. Ils étaient naturellement choqués, en particulier par la possibilité qu'elle soit séropositive. Ils ont proposé d'amener les filles à l'hôpital si elles souhaitaient lui rendre visite. Je leur ai également fait part des preuves troublantes que j'avais recueillies sur Marissa. Papa m'a demandé d'envoyer les détails à son adresse email, ce que j'ai fait immédiatement. C'est vraiment grave, ai-je admis au téléphone. Ce n'est rien, fiston, me rassura-t-il. Nous allons gérer ça ensemble. Une fois l'email envoyé, j'ai appelé Gina pour l'informer des derniers développements. Elle a également été surprise, mais a mentionné que cela lui permettrait de finaliser les papiers du divorce plus rapidement. J'ai ensuite contacté le bureau de Marissa pour informer ses collègues de son accident. Ils ont exprimé leurs condoléances et ont promis de lui rendre visite. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres convenable au rez-de-chaussée avec un garage attenant et je l'ai réservé en payant la caution et 2 mois de loyer d'avance, en utilisant les fonds de la moitié de Marissa de notre compte joint. Quand les filles et Loretta sont arrivées, nous avons emballé toutes les affaires de Marissa, y compris notre album de mariage, et les avons déménagées dans son nouvel appartement. Pendant cette période agitée, j'ai également reçu les résultats du laboratoire ADN, confirmant que les 2 filles étaient bien les miennes. C'était un petit soulagement significatif au milieu du chaos. J'ai rencontré l'expert en assurance pour inspecter l'épave de la voiture de Marissa. Nous étions tous 2 stupéfaits qu'elle ait survécu à l'accident, compte tenu de l'état du véhicule. Comme la voiture et la police d'assurance étaient à son nom, la compagnie d'assurance lui enverrait directement un chèque. J'ai rassemblé ces dernières affaires de la voiture et les ai apportées à son nouvel appartement, essayant de clore ce chapitre douloureux et de me concentrer sur la reconstruction de nos vies. Une semaine après l'accident,
lors d'un appel téléphonique, ma mère a demandé « Es-tu passé voir Marissa ?» Non, je n'y suis pas allé, ai-je répondu, voulant dire depuis cette première visite. Pourquoi, sans qui elle? Je me demandais juste. Continua-t-elle avec un ton d'inquiétude dans la voix. Elle a clairement montré qu'elle ne se souciait pas de nous et qu'elle voulait tout fuir, expliquai-je. Je lui donne ce qu'elle veut, mais pas comme elle l'avait prévu. 2 semaines plus tard, j'ai consulté mon médecin. Heureusement, j'étais guéri de la gonorrhée que Marissa m'avait transmise, mais nous attendions toujours de voir s'il y avait quelque chose de plus grave. Physiquement, j'étais presque guéri, mais émotionnellement, j'étais loin de la guérison. Plus tard dans la journée, j'ai appelé mon patron, Alan, pour lui dire que je revenais au travail, ce qui lui a fait grand plaisir. Cet après-midi-là, l'hôpital a appelé pour dire que Marissa était sortie du coma. L'infirmière a suggéré que je lui rende visite ce soir-là, ce qui m'arrangeait bien. J'ai informé Gina, qui avait déjà déposé les papiers du divorce et attendait que Marissa reprenne conscience pour que les documents puissent être signifiés. Elle a pris des dispositions pour que l'huissier de justice me rejoigne à l'hôpital. Ensuite, j'ai appelé Loretta pour savoir si elle voulait m'accompagner à l'hôpital. J'ai ensuite parlé à mes filles. Votre mère est réveillée, leur ai-je dit. Leur réponse fut tiède, toutes deux haussant les épaules à la nouvelle. Je vais la voir cet après-midi. Voulez-vous venir? Non merci, papa, répondit fermement Lisa. Je suis trop en colère contre elle en ce moment. Moi aussi, ajouta Ginger, et j'ai beaucoup de devoirs. D'accord, dis-je. Je vous déposerai chez vos grands-parents alors. À 16h30, je les conduisais chez mes parents. Je leur ai dit que Marissa était réveillée et que je rencontrerais Loretta et l'huissier là-bas. Tiens-nous au courant, fiston, dit papa alors que je laissais les filles avec eux. Je le ferai, l'assurai-je. Je reviendrai chercher les filles après. Bien, alors tu pourras manger un peu de la lasagne de maman à ton retour, dit-il, offrant un sourire réconfortant. La lasagne de maman avait le don de rendre n'importe quelle journée meilleure. Ça me semble parfait, dis-je, sentant un léger soulagement alors que je me dirigeais vers l'hôpital. Il lui a remis les documents. Vous recevez par la présente une assignation en divorce, a-t-il déclaré formellement. Marissa a pris les papiers, ses mains tremblant légèrement. Il y eut une longue pause alors qu'elle parcourait la première page, son visage devenant blême. Je vois, murmura-t-elle finalement, posant les documents à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Je me suis tourné vers Loretta, qui était restée silencieuse, son expression sombre. Loretta, merci d'être là, ai-je dit. Bien sûr, répondit-elle doucement, ses yeux ne quittant pas Marissa. Me retournant vers Marissa, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Nous devons régler ça, lui ai-je dit, pour le bien de tout le monde. Marissa hocha la tête, les yeux baissés. Je comprends, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Je sais, dis-je, bien que je ne sois pas sûr que ce soit entièrement vrai. Mais nous y sommes. La pièce était lourde de mots non dits et de tensions. J'ai décidé qu'il était temps de partir. Je vais te laisser te reposer, dis-je. Marissa ne leva pas les yeux. Merci, Greg, et je suis désolé, ajouta-t-elle, sa voix se brisant légèrement. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler davantage. Loretta et moi sommes sortis de la chambre, laissant Marissa avec ses pensées et la réalité des papiers qu'elle tenait maintenant. Dehors, Loretta me serra le bras. Ça va, demanda-t-elle. Ça ira, ai-je répondu, réussissant un petit sourire. Merci d'être venu. Ça comptait beaucoup. Elle m'a serré brièvement dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle. Je le ferai, ai-je promis. En m'éloignant de l'hôpital, le poids de la semaine passée semblait s'alléger légèrement. L'avenir était incertain, mais au moins maintenant, il y avait un chemin pour commencer à avancer. L'huissier de justice tendit l'enveloppe à Marissa et prit une photo. Vous avez été signifié, déclara-t-il sèchement avant de quitter la pièce. Tu n'as même pas pu attendre que je sois sorti de l'hôpital, demanda Marissa, sa voix teintée d'incrédulité. Non, ai-je répondu fermement. C'est toi qui voulais t'enfuir. J'accélère juste ton calendrier de quelques années. Ses yeux cherchèrent dans les miens un signe de l'homme qu'elle avait connu. Les filles le savent, demanda-t-elle, son ton changeant. Oui, elles le savent, ai-je confirmé.
Et elles ne t'apprécient pas beaucoup en ce moment, c'est pourquoi elles ne sont pas là. Et tu n'as pas à t'inquiéter d'être un fardeau pour elles. Je demande la garde exclusive, bien que je sois prêt à accorder des droits de visite larges si elles décident de vouloir te voir. Mais pour l'instant, elles ne le veulent pas. Son expression vacilla, ne s'attendant clairement pas à une telle décision de ma part. Et je suppose que tu me détestes aussi, s'aventura-t-elle. La haine est un mot fort, ai-je répondu calmement. Disons simplement que mon opinion sur toi a considérablement diminué. Elle hocha lentement la tête, absorbant le poids de mes paroles. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner, demanda-t-elle avec une pointe de désespoir dans la voix. Peut-être un jour, dis-je. Quand je pourrai regarder nos filles sans voir la peine que tu leur as causée. Et juste pour que tu le saches, j'ai fait tester leur ADN. Elles sont les miennes. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surprise par mon approche proactive. Ça ne changera rien, Greg, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je vois, ai-je continué, changeant de sujet. Quand tu sortiras, tu ne rentreras pas à la maison. J'ai loué un appartement pour toi. Loretta t'aidera à emménager. Marissa se tourna pour regarder sa sœur, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Toutes tes affaires y sont déjà, et les services publics sont à ton nom, expliquai-je encore, sortant une autre enveloppe. Voici ta moitié de nos économies communes, moins la caution et 2 mois de loyer pour l'appartement. Comme ta voiture a été détruite, tu recevras également une indemnité d'assurance. Elle prit l'enveloppe de ma main, son contact hésitant. La pièce s'emplit d'un silence épais qui semblait s'étirer entre nous, chargé de la finalité de nos vies brisées. Elle prit l'enveloppe et hocha la tête. Au fait, je suis au courant du fonds d'évasion que tu as mis en place. Mon avocate a gelé ce compte. Si tu signes les papiers du divorce, elle débloquera les fonds, dis-je. Moins ma moitié, bien sûr, ajouta Marissa, son expression un mélange de choc et de résignation. Je me battrai contre toi pour ça, déclara-t-elle avec défi. Je ne pense pas que ce serait sage, ai-je rétorqué, à moins que tu ne veuilles que toutes les preuves que j'ai recueillies soient rendues publiques. Elles sont assez accablantes. Son défi sembla s'évanouir à mes paroles. Fais examiner les papiers par ton avocat. Je crois que tu trouveras les conditions aussi justes que possible dans les circonstances. Marissa se tourna vers Loretta, cherchant du soutien mais n'en trouvant aucun. Tu aurais dû écouter, dit froidement Loretta. Tu as menti à tout le monde, à Greg, à tes enfants et à moi. J'ai accepté de t'aider à emménager dans ton appartement quand tu sortiras, mais après ça, c'est fini. Tu dois te reprendre en main. Marissa se mit à sangloter. Je suis tellement désolée, pleura-t-elle, cherchant un signe de sympathie de la part de sa sœur. Ça, et quelques euros, ça te paiera un café, lança sèchement Loretta. Je ne te laisserai plus approcher ma famille tant que tu n'auras pas arrangé les choses, en commençant par des excuses sincères à ton mari et à tes filles. À travers ses larmes, Marissa me regarda. Greg, je suis tellement désolé. Je sais que ça ne signifie pas grand-chose maintenant, mais je t'aime. C'est vrai, ça ne signifie pas grand-chose, ai-je répondu froidement. Signe les papiers, Marissa. Elle hocha la tête, accablée et silencieuse. Au revoir, Marissa. Alors que je me tournais pour partir, elle appela, Greg, puis-je appeler les filles, s'il te plaît? Tu peux les appeler. Dis-je en m'arrêtant à la porte, mais c'est à elles de décider si elles veulent te parler. Je comprends, murmura-t-elle. Merci pour ça, au moins. De rien, dis-je sans me retourner. J'ai quitté la chambre, conscient des regards désapprobateurs du personnel infirmier. Ils n'approuvaient peut-être pas le moment, mais ce n'était pas leur décision de juger. En m'éloignant de l'hôpital, je me suis dirigé vers la maison de mes parents. Là, entouré de ma famille, j'ai essayé de trouver un peu de réconfort dans une généreuse portion de lasagne de ma mère, laissant le confort familier de la maison apaiser la douleur d'une journée pénible. La procédure de divorce s'est conclue sans encombre. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé non seulement légalement libre de Marissa, mais aussi soulagé d'apprendre que j'étais séronégatif pour le VIH, un résultat heureux partagé par Marissa également. À ma grande surprise, Gina m'a remis un chèque de plus de 450 000 $, la moitié du compte secret que Marissa avait amassé. N'ayant pas de besoin immédiat pour une telle somme, je l'ai réparti dans des fonds d'études pour Lisa et Ginger. La vie a repris son nouveau rythme pour moi et mes filles. Elles étaient mon ancre,
me gardant les pieds sur terre au milieu des défis de la paternité célibataire. Bien que gérer des adolescentes seules soit parfois éprouvant, les conseils et le soutien de ma mère se sont avérés inestimables. Marissa, de son côté, semblait s'installer dans son rôle de femme divorcée et célibataire. Après une année d'interaction prudente, les filles ont commencé à renouer avec elle, passant un après-midi occasionnel ensemble. Marissa avait repris sa carrière immobilière dans une nouvelle entreprise après un départ sans cérémonie de son employeur précédent en raison d'indiscrétions révélées. Selon les filles, elle réussissait bien et avait abandonné ses tendances trompeuses. Pendant ce temps, j'ai remarqué une attention croissante de la part des femmes célibataires de l'église. Elles me renvoyaient souvent à la maison avec des plats faits maison, des tartes aux lasagnes, un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès de mes filles. « Papa, tu dois recommencer à sortir », m'encouragea Lisa un soir. « Ce n'est pas bon pour toi d'être seule », ajouta-t-elle. Je ne saurais même pas par où commencer, ai-je avoué, me sentant déconnecté des rencontres amoureuses. Et je ne suis pas seul, ai-je continué. Vous deux me tenez assez occupé. Nous ne serons pas toujours là, cependant, intervint Ginger avec un mélange de sérieux et d'humour. C'est simple, papa. Invite juste quelqu'un à dîner. Tu peux le faire, non? En réfléchissant aux paroles de Ginger, j'ai réalisé qu'elle avait peut-être raison. Il était peut-être temps d'explorer la vie au-delà de la paternité. Ce même mercredi, j'ai rencontré Rhonda Carson au café de l'église. Rhonda, une veuve qui avait perdu son mari dans un tragique accident et élevait seule sa fille adolescente, m'avait récemment donné un gratin que j'avais particulièrement apprécié. « Salut Rhonda, comment vas-tu » ai-je commencé, me souvenant du réconfort que son plat m'avait apporté. « Je tiens le coup, Greg » répondit-elle. « Et toi ?»« Ça va. J'ai vraiment apprécié ce gratin la semaine dernière. » « Merci, dis-je, espérant susciter une conversation plus approfondie. C'est bon à entendre. Ça peut être difficile de s'en sortir seul, n'est-ce pas, sympathisa-t-elle. Oui, c'est un défi parfois, mais on s'en sort, ai-je convenu, trouvant un terrain d'entente dans nos expériences communes de parents célibataires. Autour d'un café, nous avons discuté des subtilités de l'éducation d'adolescents seuls. Encouragé par la facilité de notre échange, j'ai fait un pas audacieux. Rhonda, je suis assez nouveau dans ce domaine, mais aimerais-tu dîner avec moi un de ces jours? Peut-être ce vendredi, ai-je demandé, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. Elle a souri, sa réponse réchauffant mon cœur. Oui, Greg, ça me plairait. Accepta-t-elle gracieusement. Super, rayonnai-je, sentant une étincelle d'excitation face aux possibilités à venir. Et si on essayait ce nouveau restaurant texan? Ça me semble parfait, approuva Rhonda. C'est un rendez-vous, alors. En quittant le café, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. C'était peut-être le bon moment pour prendre un nouveau départ, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Les filles étaient excitées par mon rendez-vous avec Rhonda, et elles aimaient l'idée de passer la soirée avec Linda, donc tout était arrangé. Ce vendredi-là, j'ai invité les filles et nous sommes sortis dîner. Rhonda était très mignonne dans sa jupe en jean, et nous avons passé un excellent moment. Nous ne sommes pas devenus trop intimes ce soir-là, mais Rhonda m'a donné un baiser sincère alors que je la déposais chez elle. J'ai aperçu 3 visages qui regardaient par sa fenêtre, et on aurait dit qu'ils nous applaudissaient. Rhonda m'a serré dans ses bras et a dit « C'était la meilleure soirée que j'ai eue depuis des mois. » Moi aussi, ai-je répondu. Et si on recommençait bientôt, suggéra-t-elle avec un sourire. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait passer une soirée tranquille à la maison, laissa-t-elle entendre de manière enjouée, sa main frôlant doucement ma jambe. J'ai senti une étincelle d'excitation. Ça me semble être un plan, ai-je convenu, appréciant le flirt. Les filles étaient ravies de la façon dont le rendez-vous s'était déroulé, et honnêtement, moi aussi. Passer du temps avec Rhonda me semblait naturel et rafraîchissant. Bien que je ne sois pas certain de la direction que cela pourrait prendre, je suis ouvert à explorer où nos prochains pas pourraient nous mener.